La cage se referme. Frontières, bases, hub de renseignement, couloirs financiers, tout se rétrécit encore. Au lieu de plier, Burkina Faso, Mali et Niger parlent d'intégration, renforcent leurs forces dans un isolement assumé et déplacent la bataille vers l'économie et la légitimité. Si les voisins deviennent des points d'appui et de surveillance, que reste-t-il aux dirigeants, dont Ibrahim Traoré, pour tenir de l'intérieur comme de l'extérieur? Parce que si ce pari réussit dès maintenant, l'onde de choc dépassera le Sahel et contestera chaque frontière tracée au nom d'un ancien ordre. Ce qui se joue ici dépasse une simple chronique de coup d'État ou un bras de fer diplomatique. L'enjeu central est de savoir si une rupture politique peut survivre quand la pression est économique, militaire et symbolique à la fois. L'intérêt est de comprendre qui gagne du temps, qui perd des leviers et à quel prix. Derrière les communiqués officiels, les décisions quotidiennes s'empilent, sécuriser des frontières poreuses, maintenir des flux commerciaux, payer des fonctionnaires, tenir face aux sanctions, rassurer des populations fatiguées par l'insécurité. Chaque choix réduit l'espace de manœuvre suivant. À l'extérieur, les capitales occidentales calibrent une réponse qui évite l'affrontement direct tout en maximisant la contrainte. À l'intérieur, les juntes misent sur la cohésion et sur des partenaires alternatifs pour ne pas négocier en position de faiblesse. Le risque est double, l'asphyxie progressive ou l'escalade incontrôlée. Comprendre cette dynamique permet de lire la suite sans illusion ni slogan. Entre 2020 et 2023, 3 pays du Sahel changent de régime et demandent le départ de forces étrangères, non pas comme un symbole, mais comme une décision opérationnelle. Le retrait ne met pas fin à la pression, il la déplace vers les frontières, l'économie et la diplomatie, où l'effet est cumulatif. Pour saisir l'ensemble, il est utile de compresser le décor. Pendant des décennies, la présence militaire française n'était pas seulement sécuritaire, elle structurait l'influence, la circulation de l'aide et l'arbitrage politique. Quand Bamako, Ouagadougou et Niamey rompent ce cadre, Paris ne capitule pas, il repositionne. Des partenariats se densifient chez les voisins, des centres de formation apparaissent, des accords de renseignement s'élargissent, rien d'annoncé comme une offensive, tout présenté comme coopération. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré s'impose comme un point de fixation narratif. Sa prise de pouvoir, son âge, son registre panafricaniste et ses références à Thomas Sankara condensent un message simple. La souveraineté ne se négocie plus à huis clos. Mais ce message n'existe pas dans le vide. Il se heurte à une stratégie de cage périphérique. Surveiller les flux, limiter l'accès au financement, isoler diplomatiquement sans jamais franchir le seuil d'un conflit ouvert. Par exemple, l'expulsion des troupes n'entraîne pas la fin des capacités de surveillance. Les opérations se déplacent juste au-delà des frontières, là où les États sahéliens n'ont aucun droit de regard. Le résultat est paradoxal, moins de soldats visibles à l'intérieur, mais une pression accrue sur les routes commerciales, les communications et la reconnaissance internationale. Une question devient alors plus précise, si la contrainte est désormais extérieure et diffuse, combien de temps un projet de rupture peut-il tenir avant que les coûts invisibles ne dépassent les gains affichés? Pour saisir les effets concrets de cette rupture, il faut suivre un fil humain plutôt qu'un schéma abstrait. À Ouagadougou, le nouveau pouvoir parle de reconquête de marge, mais ce sont d'abord des décisions très pratiques qui apparaissent. Réorganiser les chaînes de commandement, redéployer des unités là où l'appui extérieur disparaît, réécrire des règles d'approvisionnement, parfois en urgence. Chaque ajustement vise à réduire une dépendance précise, identifiée comme vulnérable. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré sert de repère non par omniprésence médiatique, mais parce qu'il incarne un changement de ton. Les messages insistent sur l'autonomie, la discipline, la patience. Le vocabulaire n'est pas technocratique, il est mobilisateur. Cette posture n'efface pas les contraintes, mais elle cherche à créer un amortisseur politique face aux premières secousses économiques et sécuritaires. Les impacts précoces sont visibles à petite échelle. Des commerçants font face à des contrôles plus stricts sur certaines routes. Des administrations ralentissent faute de financement habituel. En parallèle, des recrutements militaires s'accélèrent et des formations locales se multiplient. Rien de spectaculaire pris isolément. Ensemble, ces signaux montrent une transition en cours avec ses coûts immédiats et ses bénéfices espérés. Un second cas, plus discret, concerne la communication extérieure. Les capitales sahéliennes réduisent les canaux traditionnels et privilégient des messages directs, souvent régionaux. L'objectif est de contourner les filtres diplomatiques
et de parler à des opinions publiques voisines, perçues comme décisives pour la suite. La souveraineté se joue d'abord dans les détails quotidiens. Le mouvement commence par une série de décisions qui rompent avec la routine diplomatique. Les demandes de retrait adressées aux forces étrangères ne sont pas négociées sur des mois, elles sont notifiées, planifiées, exécutées. En 2022, le Mali ouvre la séquence. En 2023, le Burkina Faso puis le Niger suivent. À chaque étape, le message est identique, la sécurité ne peut plus être déléguée sans contrôle politique. Ce moment marque un avant et un après. Avant, la présence militaire étrangère structure l'écosystème. Après, elle devient un facteur extérieur à gérer. Un moment décisif apparaît dans la réaction occidentale. Il n'y a pas de confrontation directe, pas de déclaration de guerre, pas de rupture spectaculaire. À la place, une montée en puissance silencieuse. Des accords de coopération sont renforcés avec les États voisins. Des capacités de surveillance sont déplacées hors des frontières sahéliennes. Des leviers économiques sont actionnés progressivement. Gel d'avoirs, suspension d'aide, restriction d'accès à certains mécanismes financiers. Chaque mesure prise isolément reste défendable. Ensemble, elles forment une pression constante. C'est dans cette phase que Ibrahim Traoré apparaît comme un acteur central du récit régional. À Ouagadougou, le discours officiel ne parle pas de crise, mais de rééquilibrage. Les décisions sont présentées comme nécessaires, coûteuses, mais temporaires. La narration insiste sur la responsabilité historique, accepter des sacrifices maintenant pour éviter une dépendance durable. Ce cadrage n'efface pas les tensions internes, mais il cherche à maintenir une cohérence politique au moment le plus exposé. Les effets se déploient alors sur plusieurs plans. Sur le plan militaire, les États sahéliens accélèrent la mutualisation de leurs moyens. Patrouilles coordonnées, échange de renseignements, standardisation de certaines formations. L'objectif est simple, compenser l'absence d'un appui extérieur massif par une densité régionale accrue. Sur le plan économique, les gouvernements annoncent des audits de contrats miniers et énergétiques. Les termes sont revus, parfois suspendus, parfois renégociés. Là encore, le signal compte autant que l'effet immédiat. À l'extérieur, les partenaires alternatifs entrent en scène. La Russie apporte une assistance sécuritaire directe, sans conditions politiques affichées. La Chine privilégie l'investissement dans les infrastructures avec une logique transactionnelle assumée. Cette diversification n'est pas une rupture totale avec l'ancien système, mais elle modifie le rapport de force, elle introduit des options là où il n'y en avait qu'une. Les répliques se font aussi sentir sur le plan diplomatique. Les suspensions au sein d'organisations régionales isolent temporairement les régimes, mais renforcent paradoxalement leur coordination interne. L'Alliance des États du Sahel prend forme non comme un forum symbolique, mais comme un outil de survie politique. Chaque communiqué, chaque sommet vise à montrer que la ligne tient. À la fin de cette séquence, une réalité s'impose, la rupture n'est plus théorique, elle est opérationnelle. Elle produit des coûts visibles, des ajustements forcés et des dépendances nouvelles, mais elle ferme aussi certaines portes définitivement. Le retour au statu quo devient de fait de moins en moins crédible. Malgré des décennies d'assistance sécuritaire étrangère et des milliards d'aides cumulées, l'insécurité s'étend dans le Sahel et les indicateurs sociaux restent parmi les plus faibles du continent. Après les ruptures politiques entre 2022 et 2023, la présence militaire occidentale à l'intérieur des territoires recule fortement, tandis que la pression se déplace vers les marges, l'économie et la diplomatie. En l'espace de 3 ans, Mali, Burkina Faso et Niger passent d'une dépendance sécuritaire assumée à une stratégie d'autonomisation accélérée. Ce laps de temps est court à l'échelle des États. Il signifie que les réformes militaires, logistiques et institutionnelles sont menées sans phase longue de transition. L'effet immédiat est une hausse des coûts internes. Former, équiper et coordonner des forces locales demande plus de ressources à court terme qu'un appui extérieur déjà en place. Le retrait des forces étrangères ne supprime pas les capacités de surveillance, il les relocalise. Les centres d'observation, de formation et de renseignement se concentrent désormais dans les pays voisins. L'écart ici est stratégique, moins de contrôle direct sur le territoire national, mais une contrainte accrue sur les flux transfrontaliers. Les routes commerciales, les approvisionnements énergétiques et certaines communications deviennent plus vulnérables aux décisions extérieures.
Pour les États sahéliens, cela se traduit par des frictions économiques mesurables dans le quotidien, même sans chiffres publics détaillés. La révision des contrats miniers et énergétiques vise à augmenter la part de valeur captée localement. Le point de départ est connu, des accords négociés sur plusieurs décennies, souvent favorables aux opérateurs étrangers. Le delta est incertain à court terme, les renégociations ralentissent les flux d'investissement. À moyen terme, elles peuvent améliorer les recettes publiques. C'est un arbitrage classique entre liquidité immédiate et souveraineté budgétaire. Ibrahim Traoré et ses homologues assument ce choix comme un coût transitoire en misant sur un rééquilibrage futur. Ces éléments ne racontent pas une réussite ou un échec définitif, ils montrent une trajectoire. Les gains symboliques sont rapides. Contrôle politique, cohérence du discours, mobilisation interne. Les gains matériels sont différés et conditionnels. À l'inverse, les coûts économiques et diplomatiques apparaissent tôt, mais peuvent se stabiliser si de nouveaux partenariats se consolident. Même en l'absence de chiffres publics détaillés, une conclusion prudente s'impose. Elle déplace le centre de gravité de la dépendance. La question devient alors celle de l'endurance politique face à l'écart entre coûts immédiats et bénéfices différés. La rupture sahélienne est structurellement intenable. Selon cette lecture, l'expulsion des forces étrangères prive les États de capacités critiques qu'ils ne peuvent pas reconstituer seuls à court terme. L'argument repose sur 3 points. D'abord, la persistance des violences armées qui ne disparaissent pas avec un changement de partenaire. Ensuite, la fragilité économique de pays enclavés, dépendant de corridors commerciaux contrôlés par des voisins plus alignés avec l'Occident. Enfin, l'isolement diplomatique accentué par les suspensions régionales et la menace de sanctions qui réduit l'accès au financement et au marché. Une autre lecture, défendue par les juntes et leur soutien, inverse la causalité. La réfutation exige de sortir du binaire. Les données narratives issues du terrain suggèrent que les 2 thèses captent une partie de la réalité, mais aucune ne suffit seule. Oui, les États sahéliens affrontent une contrainte sécuritaire immédiate, et oui, l'isolement régional complique leur marge de manœuvre économique. Mais il est tout aussi vrai que l'ancien modèle n'a pas produit les résultats promis malgré des ressources considérables engagées sur plusieurs décennies. Le point décisif se situe ailleurs, dans la capacité d'adaptation. La question n'est pas de savoir si la rupture est coûteuse, elle l'est, mais si les nouveaux arrangements peuvent réduire ces coûts plus vite que l'ancien système ne les accumulait. La diversification des partenaires, la mutualisation régionale et la reprise en main des ressources ne garantissent pas le succès. Elles se modifient toutefois la trajectoire possible. Ainsi, la rupture sahélienne ne doit pas être lue comme un pari idéologique pur, ni comme une fuite en avant. C'est une tentative de recalibrage sous contrainte maximale. Son issue dépend moins des intentions affichées que de la cohérence entre discours, capacité réelle et endurance politique. La pression vient désormais de l'extérieur. Ce basculement change la lecture de l'ensemble. Jusqu'ici, la contrainte principale pesait à l'intérieur, bases étrangères, chaînes de décision imbriquées, dépendance opérationnelle visible. Désormais, le centre de gravité se déplace aux marges. Les États sahéliens contrôlent davantage leur territoire immédiat, mais beaucoup moins l'environnement qui l'entoure. Routes, financement, reconnaissance diplomatique et accès au marché deviennent les nouveaux leviers. Cette évolution modifie aussi la stratégie des acteurs. Pour les puissances occidentales, l'objectif n'est plus de diriger directement, mais de conditionner. Chaque partenariat renforcé avec un voisin, chaque accord de renseignement, chaque suspension régionale ajoute une couche de contraintes sans franchir le seuil d'un affrontement ouvert. La pression est fragmentée, distribuée est donc plus difficile à dénoncer comme une agression. Du côté sahélien, cette réalité impose une réponse collective. C'est ici que la coordination entre Ouagadougou, Bamako et Niamey cesse d'être rhétorique. Mutualisée devient une nécessité défensive. Sécuriser ensemble les frontières, harmoniser certaines politiques économiques, parler d'une seule voix à l'extérieur. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant national, il devient un maillon d'un dispositif régional conçu pour réduire l'effet de l'encerclement. Le cœur du problème apparaît alors clairement, la souveraineté n'est plus menacée par une présence directe, mais par une dépendance périphérique.
La rupture a réussi sur un plan symbolique. Elle est désormais testée sur un plan systémique, beaucoup plus exigeant. Cette évolution éclaire la suite. Ce qui compte n'est pas seulement de tenir, mais de transformer l'environnement avant que l'usure ne fasse son œuvre. Pour l'État, la rupture modifie immédiatement la hiérarchie des priorités. Les budgets se déplacent vers la sécurité, la logistique et l'administration de base, parfois au détriment des programmes sociaux. La coordination régionale offre un levier, mais elle exige du temps et de la discipline. À court terme, la capacité à lever des ressources internes devient centrale. À moyen terme, la crédibilité du pouvoir repose sur une chose: montrer que l'autonomie proclamée se traduit par des services qui continuent de fonctionner. Pour les entreprises, le paysage devient plus incertain, mais aussi plus ouvert. Les opérateurs historiquement liés à l'ancien système font face à des audits, des suspensions ou des renégociations. Cela crée des frictions, des retards, parfois des retraits. En parallèle, de nouveaux acteurs apparaissent, attirés par des conditions différentes et par la perspective d'accords moins asymétriques. Le risque principal est la volatilité. Règles changeantes, accès aux financements plus complexes, dépendance accrue aux corridors régionaux. Le gain potentiel est une redéfinition des termes de l'échange. Pour les citoyens, l'effet est ambivalent. D'un côté, le discours de souveraineté résonne fortement, surtout chez les jeunes générations. Il nourrit un sentiment de reprise en main et de dignité politique. De l'autre, les contraintes économiques sont tangibles, hausse de certains prix, ralentissement de projets, tension sur l'emploi informel lié au commerce transfrontalier. La patience devient une ressource politique. Elle n'est pas illimitée. Sa durée dépend de la capacité des autorités à expliquer, à amortir et à partager les coûts. À l'échelle régionale, l'effet est plus large encore. Les pays voisins deviennent des acteurs clés, volontairement ou non. Leur alignement sécuritaire, leurs choix diplomatiques et leurs infrastructures pèsent désormais sur l'issue de la rupture sahélienne. Cette centralité nouvelle crée des opportunités de médiation, mais aussi des risques de polarisation. Le Sahel devient un espace test pour des stratégies indirectes où chaque décision locale a des répercussions au-delà des frontières. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré incarne une tension permanente entre symbole et gestion. Son image porte un récit de résistance qui dépasse le Burkina Faso. Mais ce récit doit se traduire en résultats mesurables pour rester mobilisateur. La souveraineté ne se maintient pas seulement par des discours, elle se consolide par des routines, des compromis et des gains perceptibles. Ainsi, les conséquences réelles de la rupture ne se lisent ni dans les communiqués, ni dans les slogans. Elles se lisent dans la durée, dans l'équilibre fragile entre attentes populaires, contraintes économiques et pressions extérieures. La question centrale devient alors: combien de temps chaque acteur peut-il supporter ce nouvel équilibre avant de chercher une sortie différente? La trajectoire actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les États ouïd sahéliens maintiennent leur coordination, mais sous forte contrainte économique. Les partenariats alternatifs compensent partiellement les pertes sans les effacer. Les tensions sécuritaires persistent à un niveau gérable mais coûteux. Si cette situation dure, alors la souveraineté proclamée devient une gestion au jour le jour, crédible politiquement mais fragile financièrement. La coopération régionale gagne en efficacité et en lisibilité. Les mécanismes de mutualisation réduisent certains coûts, tandis que les renégociations de contrats commencent à produire des recettes plus favorables. Les investissements non occidentaux s'accélèrent dans les infrastructures clés, améliorant la connectivité et les flux commerciaux. Si ce scénario se matérialise, alors la rupture cesse d'être défensive et devient progressivement un projet de développement alternatif. La pression extérieure s'intensifie et l'environnement régional se durcit. Les sanctions, formelles ou informelles, limitent l'accès au financement et accentuent les pénuries. Les tensions internes augmentent à mesure que les bénéfices tardent à apparaître. Dans ce cas, la cohésion politique se fissure et la coordination régionale est mise à l'épreuve par des priorités nationales divergentes. Des éléments de chacune peuvent coexister selon les secteurs et les périodes. La variable décisive reste la capacité à transformer le temps en allié, tenir suffisamment longtemps pour que les ajustements structurels produisent des effets visibles. Échouer, en revanche, signifie que la rupture restera un moment symbolique sans traduction durable. Il est utile d'éviter les lectures définitives et de suivre les effets observables plutôt que les intentions déclarées.
Pour un premier groupe, celui des observateurs engagés mais éloignés du terrain, la séquence sahélienne agit comme un révélateur. Elle oblige à distinguer les principes affichés des mécanismes réels de pouvoir, comprendre comment une pression indirecte fonctionne, comment elle s'exerce sans conflit ouvert, permet de lire d'autres situations comparables ailleurs dans le monde. L'enjeu n'est pas l'adhésion idéologique, mais la capacité à décoder les outils contemporains de contrainte. Pour un deuxième groupe, plus directement concerné par l'économie et les échanges, l'impact est concret. Les décisions prises au Sahel rappellent que les chaînes d'approvisionnement, les investissements et les partenariats ne sont jamais purement techniques. Ils sont politiques, réversibles et sensibles aux rapports de force. Cette réalité invite à intégrer davantage le risque géopolitique dans les choix professionnels, sans attendre qu'une crise éclate pour s'y adapter. Un troisième groupe, plus large, perçoit surtout la dimension symbolique. Le récit de souveraineté parle à des sociétés qui doutent de l'efficacité des modèles hérités. Il nourrit des débats sur l'autonomie, la dépendance et le coût du changement. Même à distance, cette expérience influence les imaginaires politiques en montrant qu'une remise en cause radicale est possible mais qu'elle n'est jamais indolore. À ce stade, l'action individuelle reste modeste mais elle existe. S'informer avec rigueur, comparer les discours aux effets observables, éviter les lectures manichéennes qui simplifient à l'excès une réalité complexe. Ces gestes n'ont pas d'impact immédiat sur le terrain mais ils façonnent la manière dont ces événements seront compris, relayés et jugés. En filigrane, une idée demeure, la géopolitique n'est pas un spectacle lointain, elle influence des décisions économiques, des perceptions sociales et des équilibres politiques bien au-delà de la zone concernée. Comprendre cette interconnexion est déjà une forme de participation. À court terme, la priorité consiste à sécuriser les infrastructures critiques, à renforcer la coordination régionale au-delà des déclarations et à traiter l'économie comme un levier politique, tout en diversifiant les partenariats sans recréer une dépendance unique et en maintenant l'adhésion sociale par une communication régulière et des résultats partiels mais concrets. Elle réduit le risque d'échec rapide. La souveraineté ne se proclame pas une fois, elle se gère dans la durée, sous contrainte constante. Revenir au fil humain éclaire ce qui est en jeu. Au départ, il y avait des gestes concrets, fermer une base, revoir un contrat, redéployer une unité. Ces décisions semblaient techniques. Elles ont pourtant ouvert une séquence où chaque choix engage bien plus que son effet immédiat. Elles ont transformé une contestation diffuse en projet politique assumé avec ses risques et ses promesses. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant parmi d'autres, il incarne une génération qui ne mesure plus la souveraineté à l'aune de la reconnaissance extérieure, mais à celle de la cohérence interne. Ce rôle est lourd, il expose, il oblige à produire des résultats là où les symboles ne suffisent plus. Le charisme peut ouvrir un espace, seule la gestion le maintient. Le motif central, esquissé plus tôt, revient ici avec force. La souveraineté n'est pas un moment, c'est une durée. Elle se construit dans l'accumulation de décisions parfois ingrates, dans l'acceptation de compromis temporaires et dans la capacité à tenir quand l'attention médiatique se détourne. C'est là que beaucoup de projets échouent, non par manque de volonté, mais par épuisement. Ce qui se joue au Sahel dépasse donc une confrontation régionale, c'est une expérience politique observée, interprétée, parfois instrumentalisée ailleurs. Sa réussite ou son échec pèsera moins par ses slogans que par sa capacité à durer sans se renier. Et c'est cette endurance, plus que toute déclaration, qui décidera de ce que cette séquence laissera derrière elle. À ce stade, il ne s'agit plus de prendre parti, mais de regarder avec précision ce qui est en train de se jouer. Le Sahel est devenu un espace où se testent des stratégies de contournement, de résistance et de recomposition du pouvoir, sans affrontement direct, mais avec des effets durables. Ce laboratoire politique concerne bien plus que 3 pays. Il interroge la manière dont les États faibles peuvent, ou non, redéfinir leur marge dans un monde multipolaire. Suivre cette séquence, c'est accepter une lecture patiente.
Les ruptures spectaculaires attirent de l'attention, mais ce sont les ajustements discrets qui déterminent l'issue. Les choix budgétaires, les compromis diplomatiques, la capacité à absorber les chocs comptent davantage que les déclarations. Dans ce cadre, des figures comme Ibrahim Traoré cristallisent l'attention, mais l'histoire ne se résume pas à des individus. Elle se joue dans des structures, des routines et des équilibres fragiles. L'interrogation centrale n'est pas de savoir qui a raison, mais ce que cette séquence révèle sur les limites de l'ancien ordre, sur les coûts réels de l'autonomie et sur les conditions nécessaires pour rendre une souveraineté soutenable. Révèle sur les limites de l'ancien ordre, révèle sur les coûts réels de l'autonomie, révèle sur les conditions nécessaires pour qu'une souveraineté proclamée devienne soutenable. Considérez ce propos comme un point de départ, observer la suite, comparer les faits aux promesses et garder l'esprit critique reste essentiel pour comprendre ce que le Sahel dira demain du monde qui vient.